L'expression monde arabe est souvent utilisée au singulier car il y a incontestablement un sentiment d'arabité qui est partagé par près de 400 millions d'habitants. Et puis nous nous rappelons qu'à la fin de la période coloniale, au début des indépendances, il y a eu des luttes pan-arabes qui ont été notamment emmenées par Gamal Abdel Nasser, qui était le chef d'État égyptien, et qui ont créé cette sorte de mythe de l'unité du monde arabe. Pour ma part, je pense que nous ne sommes plus dans la même situation et que depuis lors, les facteurs de diversité sont en réalité plus importants que les facteurs d'unité. Alors on peut tout d'abord raisonner au niveau économique, où il y a de très très fortes disparités. Pour mémoire, je rappelle par exemple que le produit intérieur brut par habitant du Qatar, c'est près de 75 000 $. Alors qu'au Yémen, c'est le pays le plus pauvre, c'est de l'ordre de 1 350 $. Donc les disparités sont absolument gigantesques. Mais nous avons aussi des disparités au niveau géopolitique, puisqu'évidemment, les défis que rencontrent les pays du Maghreb ne sont pas du tout de même nature que les défis que rencontrent les pays du monde nilotique, l'Égypte et le Soudan principalement, que les pays du Golfe ou encore que les pays du Machrek. Et puis au niveau politique, je pense qu'il ne faut pas plus se faire d'illusions. La Ligue des États arabes qui a été créée en 1945 n'est en réalité pas capable d'affirmer des principes communs qui marquerait l'unité de ce monde arabe. Et c'est pourquoi j'ai choisi, alors je sais que c'est sujet à débat, mais j'ai choisi d'utiliser dans le titre de cet ouvrage le terme de mondes arabes au pluriel que je m'emploie ensuite à décliner tout au long des chapitres qui constituent ce livre. Alors les enjeux, pour aller vite, je pense qu'il y en a au moins 3. Tout d'abord, c'est la lutte pour la paix. Nous savons que les mondes arabes sont des régions qui sont traversées par de nombreuses guerres, que ce soit la Syrie, bien évidemment, que ce soit l'Irak, que ce soit le Yémen, que ce soit la Libye. Ces pays sont traversés par des conflits extrêmement violents qui pourraient même voir aboutir à l'affaissement pur et simple des États, même si je ne pense pas que ce soit l'hypothèse la plus probable. Ça, c'est déjà le premier défi, le premier enjeu, c'est cette bataille pour la paix. Le deuxième enjeu, je crois que c'est la bataille pour la démocratie. Parce qu'effectivement, les illusions ou les espoirs qui avaient surgi de cette onde de choc politique qui a commencé à traverser les mondes arabes à partir de 2011, eh bien, se sont avérés vains. Malheureusement, les espoirs qui avaient été placés par des millions de personnes n'ont pas pu être réalisés. Pour autant, je ne crois pas que la page soit définitivement tournée. Je pense que ces révoltes dans les mondes arabes ont en fait brisé le mur de la peur. Et même si aujourd'hui ces aspirations démocratiques ne sont pas réalisées, je ne crois pas qu'il faille négliger pour les années ou les décennies à venir cette formidable énergie et cette volonté de se projeter vers l'avenir et de démocratiser. Enfin, c'est probablement la bataille, l'enjeu l'application du droit international. Nous savons que ce droit international, il est malmené, mais il est singulièrement malmené dans cette partie du monde. Et je ne prendrai qu'un exemple, c'est la question palestinienne, parce que nous avons, à propos de ce dossier israélo-palestinien, la négation répétée du droit international, puisque l'Organisation des Nations Unies, qui est dépositaire du droit international, n'est pas capable de faire appliquer ses propres résolutions. Et très probablement, c'est au niveau de la région et même au niveau international, ce conflit israélo-palestinien, un dossier qui reste absolument central et qui, évidemment, constitue un défi absolument énorme. Alors, pour maintenant les forces du monde arabe, parce qu'elle recèle de force, tout d'abord, je pense à sa jeunesse. Nous avons une région où il y a une forte démographie qu'il s'agit de maîtriser peut-être mieux dans certains pays, mais en même temps, cette jeunesse, elle a une aspiration formidable, et elle l'a démontré lors des révoltes de 2011-2012, une aspiration à vivre différemment, une aspiration à prendre toute sa place dans la construction des sociétés dans lesquelles elle se trouve. Ça, c'est un atout absolument formidable. Vous avez un autre atout, c'est bien évidemment
la question des ressources, et notamment des ressources en hydrocarbures. Alors cela nous renvoie à la première partie de cet entretien, c'est-à-dire que seuls certains pays jouissent de la possession de ces hydrocarbures, notamment dans le Golfe, mais aussi en Libye, en Algérie. Mais là, ça pose la question et le problème de la solidarité entre les États arabes. Comment ceux qui sont les plus riches peuvent participer au développement de ceux qui sont les plus en difficulté dans leur modalité de développement. Mais en tout cas, ces ressources sont incontestablement un point positif. Parmi les points faibles, bien évidemment, ils sont nombreux là aussi. Il y a tout d'abord les structures économiques, alors avec des diversités, mais ces structures économiques dans l'ensemble sont assez archaïques. Il y a une véritable difficulté à travers l'ensemble des pays des mondes arabes à se doter d'instruments de haute technologie. Donc là, il y a incontestablement, indubitablement, un retard. Ensuite, vous avez probablement, et ça en découle, des inégalités sociales qui sont très marquantes. Vous avez des richesses absolument considérables, je parle d'individus, de familles, d'entrepreneurs, et puis tout ce que côtoient des populations qui sont souvent dans des situations de pauvreté, voire de misère absolument insignes. Donc ça, c'est un véritable défi. Lié à cette situation, vous avez des phénomènes de corruption. Je pense que c'est une véritable malédiction qui s'abat sur quasiment tous les pays de la région, et il est nécessaire, plus facile à dire qu'à faire, mais que dans les délais les plus rapides, eh bien, les populations arrivent à combattre et à trouver les moyens de lutter efficacement contre ces corruptions. Enfin, et dernière chose, pour aller vite, vous avez ce que j'appelle le phénomène de l'autoritarisme, qui est sûrement consubstantiel au régime des mondes arabes tels qu'ils existent, au régime au pluriel, parce qu'ils ne sont pas tous identiques, mais quand même la marque commune qui existe à travers la diversité de ces régimes, c'est un autoritarisme qui laisse malheureusement peu de place à la démocratie, à l'expression libre des citoyens qui constituent ces pays. Il s'agit d'écouter jour après jour les actualités. Il ne se passe pas une journée sans que les mondes arabes ou tel pays ne fassent la une de l'actualité, souvent d'ailleurs de façon tragique. Donc c'est clairement une région, peut-être la région dans le monde où il y a une forte densité, une telle densité de tensions extrêmes. C'est pourquoi j'utilise souvent l'expression de zone sismique des relations internationales. C'est là véritablement où tout peut basculer d'un moment à un autre, dans le pire, dans la barbarie, dans la décomposition des États, etc. Ça, c'est la première chose. Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'intervention des États-Unis de 2003 a amplifié ces tensions extrêmes, aboutissant non seulement à des guerres, nous l'avons évoqué précédemment, à des formes de décomposition de certains États, la Syrie par exemple, ou l'Irak, même si l'Irak semble aujourd'hui repartir vers des modalités de construction unitaire, mais aussi, bien évidemment, ces situations de misère sociale et de guerre ont généré le défi terroriste. Or, le défi terroriste, évidemment, n'est pas l'apanage de la seule région des mondes arabes, mais en même temps, nous savons qu'une bonne partie des actes terroristes proviennent des contradictions sociales et politiques de la région. Donc, effectivement, pour toutes ces raisons, les mondes arabes sont une des zones de fracture de la situation et des relations internationales. Deuxième élément, le pétrole. Nous en avons déjà parlé, mais il n'est pas pour demain le fait de pouvoir sortir des économies basées sur le pétrole. Et donc le pétrole, même si les mondes arabes n'ont pas le monopole de la production pétrolière, mais resteront un facteur déterminant. Et évidemment, l'économie internationale mondialisée dépend en large partie du pétrole encore, et donc dépend des facteurs de stabilité qui peuvent exister ou non dans ces régions. Enfin, et dernière chose, je pense qu'il ne faut jamais oublier, quand on s'intéresse aux questions internationales, à la question du choc des civilisations. Nous rappelons tous le livre de Huntington. Il n'y a pas de prophétie autoréalisatrice, mais en même temps, c'est un véritable défi. Et si choc de civilisation il devait y avoir, ce que personne ne souhaite bien évidemment, sauf les extrémistes de tous bords, eh bien, probablement, ce choc des civilisations pourrait se cristalliser dans ces régions. Donc, pour toutes ces raisons, indubitablement, les mondes arabes constituent une des zones pivots, une des zones charnières, mais aussi une des zones sismiques des relations entre les différents États du monde.